Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Louis Cotteret-Régueil, le président du Parti travailliste. Bonjour. Bonjour Madame Noir. Merci d'accepter notre invitation. Alors l'actualité tout de suite, c'est bien sûr la demande par les groupes UC et Unis du Congrès de l'organisation du 3e référendum. Est-ce qu'ils ont eu raison de le demander? Est-ce que vous trouvez normal qu'ils le demandent? Absolument. Ça fait partie donc de ce qui est prévu au niveau de l'accord de Nouméa. Donc la tendance politique de ces dernières années, ça a été justement d'aller au référendum. Donc ils ont participé, enfin ils ont appelé à la participation dans les deux précédents référendums. Il est logique qu'ils appellent à la participation au 3e, et d'ailleurs ils demandent la tenue de ce 3e référendum. Donc pour moi, c'est pas une surprise. Alors il y a une petite interrogation, enfin il y a encore une interrogation sur la date, hein. Il doit être organisé dans les 18 mois qui viennent. Entre septembre 2021 et septembre ou octobre 2022, qu'est-ce qui vous paraît le mieux? Les loyalistes préfèrent le plus tôt possible. Les indépendantistes apparemment sont tombés d'accord pour le plus tard possible. C'est logique. Le plus tard possible, c'est logique, hein, pour sortir un peu de l'image négative de ce gouvernement fantôme. Donc le plus tard possible. Ah, vous croyez que l'électorat indépendantiste pour l'instant n'est pas en forme? Mais c'est moins l'électorat indépendantiste qui est un électorat, on va dire, qui reste fidèle à cette volonté d'indépendance et donc participation et vote oui au référendum. C'est plutôt par rapport à ceux qui sont indécis et qui ont besoin d'être assurés. Donc voilà, je comprends que les dirigeants indépendantistes, par rapport au spectacle qui est donné actuellement, aient besoin de temps après pour se redorer le blason. On y reviendra dans un instant. L'UNI voulait toutefois, alors ils sont tombés d'accord semble-t-il, mais à l'origine, l'UNI voulait que le référendum ait lieu avant la présidentielle de mai 2022, parce qu'elle craint notamment l'élection de Marine Le Pen. Vous partagez cette crainte et vous pensez qu'effectivement ça peut être un danger pour la suite du processus? Non, pas du tout. Je pense que l'État est engagé à travers ce que ses représentants ont signé. La représentation de l'État peut peut-être changer, mais les accords sont signés et donc ce qui est prévu pour le 3e référendum se fera. Moi, j'ai pas de doute là-dessus parce que changer les choses, ça serait provoquer quand même de gros problèmes ici dans le pays, et je pense que Marine Le Pen aura d'autres soucis à régler en France, plutôt comme ceux qui sont présidents, qui l'ont été et qui aspirent à demain à redevenir président, hein, ou les nouveaux candidats. Donc je crois pas qu'ils veulent que la Calédonie soit un caillou dans leurs chaussures. Non, j'ai pas d'appréhension par rapport à une éventuelle élection de Marine Le Pen. Alors, que va faire le Parti travailliste pour ce 3e référendum? Vous avez prôné la non-participation pour le premier, vous avez appelé à participer pour le 2e et pour le 3e. Alors pour le 3e, le Parti travailliste procédera comme il fait d'habitude, à savoir la concertation et une décision prise de manière collective. Donc pour l'instant, on reste effectivement, comme vous l'avez dit, sur une position qu'on avait prise pour 2018. Ensuite, on a pris la position d'appeler à la participation et de voter oui au second référendum. Donc pour ce qui concerne le 3e, qui va se tenir, le Parti travailliste sera appelé à se concerter et avec ses partenaires du MNSK. Et pour l'instant, vous avez une tendance, vous avez une préférence ou pas du tout? On l'a vu lors du dernier référendum, la décision qui avait été prise. Puis on a vu le résultat, entre le premier et le second. Il y a une différence positive de plus de 3 points. Je dirais pas que c'est grâce au Parti travailliste, mais ça a quand même sans doute apporté quelque chose. On l'a vu notamment par rapport aux précédents et notamment sur la non-participation aux illoyautés qui avait été très forte. Donc non, je pense que il y a une tendance qui existe, mais on verra comment que les choses. C'est encore assez tôt pour se prononcer. Qu'est-ce qui va se passer après ce 3e référendum? Est-ce que vous croyez possible une victoire du oui? Mais, comme je vous ai dit, par rapport au 2e référendum, si on appelle à voter oui, c'est que d'abord, on affirme la revendication de cette indépendance et on
on appelle les non-indépendantistes ou ceux qui sont encore indécis à croire en nous et à vouloir s'engager avec nous vers cet avenir qui moi je pense sera plus serein, sera meilleur, parce que le problème du contentieux colonial, il sera réglé. Tous les problèmes qu'on a eus depuis plus de 40 ans, c'est lié à ce contentieux colonial. Donc à un moment donné, il faut avoir l'intelligence de se dire que prenons ce problème en bras le corps, effaçons-le par une émancipation, par l'accession à l'indépendance. Et puis moi je pense que les gens vivront mieux dans ce pays et on pourra faire beaucoup de choses. Et je vais en refaire à cet accord dont on va en parler tout à l'heure, cet accord politique sur l'usine du Sud. Moi je pense qu'il y avait pas mal d'autres solutions. Vous n'avez pas vraiment répondu. Est-ce que vous croyez que le oui peut l'emporter? Vous dites qu'il faut affirmer l'idée d'indépendance, oui. Mais est-ce que mathématiquement, vous pensez que le oui à l'indépendance peut l'emporter? Alors, si on se réfère au dernier résultat, mathématiquement, donnerait un résultat négatif. Mais le combat, c'est un beau combat que de revendiquer et puis d'expliquer, se mobiliser pour que, comme je viens de le dire à l'instant, pour que les gens admettent cette éventualité-là et envisagent l'avenir, cet avenir serein avec nous. Mais on l'envisage comment? Parce que c'est un peu ce que tout le monde dit. Les 3 référendums ne vont pas apporter de solution d'avenir véritablement. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un nouvel accord, il faut un nouveau statut, il faut rechercher une solution moi, pour vivre ensemble. L'avenir serein, pour moi, ça passe par le vote du oui au référendum. À un moment donné, comme je viens de le dire, il faut qu'on sorte du contentieux colonial. Demain, ok, les partisans du non, les partisans pour demeurer dans la France, donc voilà, ils gagnent le 3e référendum, tout le monde fait content, sable le champagne, tape sur le ventre, et puis après, qu'est-ce que ça règle? Ça règle rien. Donc moi je pense qu'il faut que les gens à un moment donné admettent qu'il faut changer les choses, quoi. Il faut aller de l'avant et il faut nous faire confiance. Nous, on a été capable de faire beaucoup de choses dans ce pays. Les gens l'oublient. Je vais pas énumérer tout ce que les représentants du mouvement indépendantiste ont fait ici depuis qu'existe la participation des Kanaks sur le plan électoral et la capacité à prendre les décisions. À la suite de la création de l'UC, tout ce qui s'est fait, la majeure partie des choses qui sont faites ici, et notamment les dispositions des accords. Et moi, j'en parle en connaissance de cause puisque j'étais présent en 88 au moment où on a discuté de ces premiers accords. Les dispositions que nous avons souhaité pour enrichir l'accord Matignon et qui ont débouché sur l'accord Oudinot, ça aussi c'est les indépendantistes qui l'ont amené. La conséquence derrière, c'est quoi? La conséquence derrière, c'est 30 ans parce que derrière, après, il y a eu l'accord de 98, mais c'est 30 ans de paix, de développement, voilà, d'harmonie dans le pays, même s'il y a toujours des troubles. Dans tous les pays, il y a toujours des troubles, faut pas non plus mettre en exergue ce qui se passe parfois au niveau des jeunes. Et même si vous n'avez pas soutenu l'accord de 98. Oui, mais moi je me réfère aux premiers accords. Les premiers accords, c'est ça qui ont ouvert la porte à la suite, quoi. L'accord de 98 prévoyait un référendum. Les accords de 88 prévoyaient un référendum en 98. Ceux qui ont négocié la suite, ils ont changé les choses. Mais ça reste quand même dans la continuité des premiers accords qui ont été signés. Et donc, on a montré notre volonté, notre capacité. Je me rappellerai toujours ce que j'ai déjà dit ici sur cette antenne, c'est que en partant à Paris en 88 pour discuter et pour les discussions qui allaient aboutir sur la signature Oudinot, Jacques Lafleur, il s'est placé à la porte à la sortie de l'aéroport, de façon à ce qu'on passe tous devant lui. Et les gens ont commencé à le saluer, et donc on est tous été amenés à le saluer, et y compris moi qu'il considérait comme le diable, quoi. Et donc on a été capable de converger et d'arriver à ces accords qui devaient changer les choses dans le pays, en particulier, et surtout sur la question du rééquilibrage. 30 ans après, quand on va faire le bilan, on s'aperçoit que il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a eu des oubliés du rééquilibrage, en particulier les Kanaks.
Donc, je voudrais d'ailleurs, par rapport à cette période-là, évoquer ce que j'ai lu récemment, à savoir, suite donc à l'apparition du livre de Christian Blanc et de ce qu'il a exprimé vis-à-vis de la culture kanak et du peuple kanak. J'ai eu des réactions qui m'ont choqué. Des gens qui disent, mais qui restent dans l'oubli. C'est le fait qu'ils se prononcent ouvertement pour l'indépendance aujourd'hui qui a pu choquer les gens. Non, et alors, les gens ont le droit d'avoir une opinion, mais de là à dire qu'ils restent dans l'oubli, mais c'est grâce à quelqu'un comme Christian Blanc que la paix est revenue dans ce pays et puis que les gens ont pu profiter de ces accords. Moi, j'en ai marre d'entendre ces gens-là qui peuvent se permettre de déclarer tout et n'importe quoi et qui n'ont pas de reconnaissance. Et cette absence de reconnaissance ont amené la politique qui existe dans ce pays et que je n'ai jamais cessé de dénoncer, contrairement à d'autres indépendantistes. En attendant, en 2022, l'accord de Nouméa est terminé, après le 3e référendum, et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, il faut un nouvel accord, il faut retrouver une solution. Moi, personnellement, je souhaiterais, et je m'exprime en tant que responsable de certaines opinions politiques, à travers les structures dans lesquelles je suis engagé et dans lesquelles je suis responsable. Mais il faut une concertation. Si on arrive au terme de ce dispositif qui a été engagé il y a 30 ans, avant que les gens aillent à Paris pour dire quoi? Voilà la question que je pose. Aller à Paris pour dire quoi? Il faut d'abord une grande concertation. Personne ne dispose de toute la connaissance et de toute l'autorité et de toute la légitimité pour s'engager dans des discussions, s'engager éventuellement vers des décisions qui seraient susceptibles d'être prises sans concertation. Moi, il n'y a personne qui a la légitimité de faire cela. Donc, d'abord la concertation. J'appelle les responsables indépendantistes à se réunir, à rassembler les gens et que les gens puissent discuter, puis qu'on voit exactement comment on va faire et garder cette concertation permanente tant qu'il y aura des discussions, tant qu'il y aura des négociations. Parce que c'est comme ça qu'on pourra présenter un front serein. Moi, je parle de sérénité parce que sinon, c'est l'exemple de ce qui se passe au gouvernement. Voilà. Et vous voudriez cette concertation avant le départ à Paris, avant l'invitation à Paris qui est lancée pour la fin du mois, là, 25 mai. J'ai des doutes. Moi, ça servira à rien, à votre avis? Ah non, c'est pas que ça sert à rien. Moi, je le souhaite vraiment. Je le souhaite très fortement. Mais j'ai des doutes parce que je pratique ces responsables politiques depuis des décennies. Et se concerter pour eux, c'est se faire confisquer leurs prérogatives. Mais c'est pour ça qu'ils sont constamment l'objet de critiques et puis de changements aussi. Moi, j'ai ma façon d'agir vis-à-vis par rapport à ceux qui m'ont accordé leur confiance. C'est que dans toute décision, il y a une concertation préalable, toujours, même si on est des représentants qui ont été élus, qui ont été choisis, il faut absolument la concertation et je pense pas que ce soit le souci majeur de ceux qui vont s'envoler gaiement à Paris le 25 mai. On va leur dire de vous appeler avant de prendre l'avion. L'élection du gouvernement, c'est le 17 février, 17e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez votre élu au Congrès a créé un petit coup de théâtre en votant pour la liste unie. Ça a donné un siège de plus à cette liste, un siège de moins à la liste UC, FLNKS et nationaliste et éveil océanien. C'était un choix délibéré de la part de votre parti d'apporter votre suffrage à la liste de l'UNI, alors que, historiquement, on avait l'impression que vous étiez plus proche de l'Union calédonienne. Mais absolument que c'était un choix délibéré. Un choix délibéré d'abord pour que l'UC arrête de croire que les positions du Parti travailliste lui sont acquises. Les positions du Parti travailliste se méritent. Et si dans le passé, on a eu une affinité avec l'Union calédonienne, c'est lié à notre passé commun de création du FLNKS, quoi. C'est lié aussi d'abord, je précise, à l'histoire. Nous, on a tous été des enfants de l'UC, nos parents ont été UC. Et donc,
naturellement, cette affinité, elle a demeuré, elle s'est poursuivie justement parce que nous, on a participé à la création du FNKS. Moi, j'ai été très proche de quelqu'un comme Éloi Machoro, aussi de Jean-Marie Tchibaou, Yéyé, sans compter les autres dirigeants du C. Beaucoup que j'ai côtoyé. Donc cette affinité-là, elle est restée, elle était toute naturelle. Et donc, au niveau institutionnel, on a agi de la même manière. Par contre, on s'est rendu compte que ce soit dans la pratique institutionnelle, que ce soit dans les comités de suivi, nous on s'est aperçu que il y avait plus cette cette reconnaissance et cette prise en considération par l'Union calédonienne. Bon, l'épisode 2018 par rapport au référendum, on s'est fait jeter du groupe, Marie-Pierre Goyette et moi. Donc, quelque part, c'était peut-être le début de la rupture. Et en 2020, lorsqu'on participe et qu'on appelle à voter, et que d'autres appellent à voter non, le groupe UCFNKS n'agit plus de la même manière. Mais peut-être qu'ils s'en foutent. Mais nous, on observe. En tout cas, moi, je suis dans cette vie politique depuis très longtemps et je mémorise les choses. On arrive donc à cette histoire de gouvernement. Donc, à cause de l'usine du Sud, donc, soi-disant, il faut faire chuter le gouvernement Santa. D'accord. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, pas de concertation. On découvre une liste où on remet des incompétents qui ont sévi au gouvernement pendant des années et on propose le flambeur président de la fédération patronale, tête de liste, candidat à la présidence du gouvernement. Samuel Népéoun, vous l'appelez le flambeur. Entre autres. Et donc, évidemment que ça pouvait pas avoir notre adhésion. Même si moi je le connais très bien, si je l'ai côtoyé depuis qu'il était jeune et puis que je connais bien la famille, mais on fait de la politique et il faut être sérieux quand on fait de la politique. Et donc, si aujourd'hui la situation est celle-là, c'est parce que justement les dirigeants de l'Union calédonienne n'ont pas pris la peine d'avoir une certaine concertation. Après, c'est décidé. C'est comme les fois où on a été au comité des signataires. Vous vous en souvenez d'ailleurs la dernière fois où j'avais participé, où j'étais resté sur les positions que nous avions prises ici avant de partir, et là-bas, donc, ça avait été complètement changé, et tout le comité des signataires a attendu pendant plus de 2 heures la concertation qu'on faisait, parce que moi, je voulais absolument pas changer. À un moment donné, j'ai dit à l'UC, mais écoutez, c'est vous qui êtes majoritaire, faites ce que vous voulez. Ça n'a pas duré longtemps, 5 minutes après, ils avaient signé le document. Donc, là, c'est pareil, mais en tout cas, on aurait aimé un minimum d'explications, surtout par rapport à quelqu'un qui n'est pas militant, d'abord. Je connais un Népéoun que je respecte au plan politique. Maintenant, bon, c'est pas parce que monsieur Samuel s'appelle Népéoun que forcément on doit avoir le même respect que pour Neko Népéoun. Donc, ça c'est une surprise d'abord, mais il s'est passé quelque chose quand même de très important, c'est que pas longtemps avant, il a été nommé président de la fédération patronale. Et qu'est-ce qu'il fait comme déclaration spectaculaire? C'est de condamner, c'est de lier donc le problème de la caisse de chômage partiel à ce qui se passe par rapport à l'usine du Sud et de dire que c'est la responsabilité de ceux qui ont engagé les actions, qui ont arrêté le travail et qui fait qu'il y a moins de cotisations, etc., qui stigmatise donc ces militants, y compris les militants UC, qui sont en train de mener des actions sur le terrain sur, en faisant suite aux desiderata des coutumiers, des partis politiques et puis aussi des organisations syndicales. Donc, si aujourd'hui il y a cette situation au niveau du gouvernement, c'est d'abord la responsabilité de l'Union calédonienne, des dirigeants de ce parti, qui ont privilégié, on va dire, la politique spectacle, la politique marketing, au détriment donc du militantisme et du nationalisme. Il y avait aussi une volonté d'évincer l'éveil océanien, puisque là, vous avez vraiment... il y a eu tous les effets quoi, avec cette voix. Non, d'abord, nous, on n'a pas voulu que Samuel Népéoun s'installe à la présidence dans un fauteuil. Le 4-2 rassuré de la présidence. Nous, on a dit niet. On va voter pour UNI
Et d'abord, c'est aussi une reconnaissance des militants de l'UNI, même si, comme je le dis, on a eu beaucoup de désaccords, souvent des désaccords par rapport à la politique de l'UNI, mais pas par rapport aux personnes, par rapport aux militants, parce que on a été des militants de terrain depuis longtemps. Et ça, c'est une certaine reconnaissance que de voter Louis Mapou, hein, une reconnaissance dans ce sens-là. Mais parce que surtout, c'était la présidence du gouvernement. Donc, non, nous, on pouvait pas aller dans ce sens-là pour assurer la présidence du gouvernement Samuel Népéon. En tout cas, maintenant, ils sont à 3-3 et non pas à 4-2, et c'est insoluble apparemment. Ça fait 2 mois que ça dure. C'est maintenant. Ils vont en sortir comment, à votre avis? C'est maintenant qu'il faut avoir la lucidité et la capacité à trouver la solution qu'il faut. Et pour moi, la solution qu'il faut, c'est de retirer la candidature de Samuel Népéon dans la présidence. Louis Mapou pourrait faire un très bon président du gouvernement, et ils ont qu'à mettre Samuel Népéon, soi-disant le grand gestionnaire, à s'occuper du budget et puis du développement économique. En attendant, c'est l'État qui gère le budget de la Nouvelle-Calédonie. Il faut avoir un gouvernement de plein exercice. C'est pas gênant ? C'était le statut, ça, et c'était la conséquence directe. Mais c'est pas parce que c'est à cause de ce gouvernement, ça aurait pu arriver dans toutes ces années-là où s'il n'y avait pas le vote du budget avant le 31 mars, de toute façon, c'était à l'État, à l'autorité tutelle, d'établir un budget simplement pour assurer les dépenses. Et puis, Mais vous le disiez tout à l'heure, pour l'image des indépendantistes, c'est quand même pas génial qu'ils n'arrivent pas à élire leur président 2 mois après, alors qu'ils ont voulu, ceux qui l'ont fait tomber, c'est eux qui ont voulu prendre la majorité. Alors, une remarque par rapport à ce que vous dites, il y a eu des antécédents et c'était pas les indépendantistes, c'est les non-indépendantistes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, il faut, il faut qu'on ait la capacité de ne plus se mettre dans ce genre de situation parce que ça nuit à toute notre crédibilité politique. Alors, un autre événement de ces derniers mois, l'actualité de ces derniers mois, c'était bien sûr la crise autour du rachat de l'usine du Sud. Vous avez été assez impliqué dans ce combat. Vous avez soutenu l'ICAN et l'USUP. Est-ce que vous êtes satisfait de l'accord qui a été trouvé ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je voudrais m'expliquer. Vous me donnez l'opportunité d'expliquer les choses à ce niveau-là. C'est pas un bon accord parce que c'est pas conforme à la mobilisation, à l'engagement des gens d'abord. En plus, c'est pas un bon accord par rapport à l'actionnariat, par rapport à la composition du conseil d'administration. Tout ça, je vais l'expliquer. C'est pas un bon accord non plus sur le plan industriel. C'est pas un bon accord non plus sur le plan de la commercialisation du NHC. On privilégie donc toute la plus-value à Trafigura à travers sa filiale Terrafam. Donc, on a été surpris. En tout cas, moi, personnellement, j'étais surpris de ces derniers jours où les choses ont vite évolué pour arriver à cet accord. Finalement, en se concertant, en analysant les choses entre les uns et les autres, et puis en entendant les explications qui sont données, Sonia Bakes a bien joué parce que elle a, elle a été chercher le sentiment régionaliste des gens du Sud, des Kanaks en particulier. Je parle des Kanaks du Sud, pour arriver à ce qu'ils, à ce qu'ils privilégient les choses en se disant que ils ont droit à avoir quelque chose par rapport à ce qui sort de leur terre, à ce qui sort de la région. Et quand on regarde la signature de l'accord, c'est surtout les gens du Sud, en tout cas du côté kanak, qui ont signé cet accord, alors que la mobilisation était une mobilisation pays. Et donc, c'est quand même dommage que l'ICAN, qui se constitue lorsque il est question de la vente de vallées, et l'ICAN donc va chercher les autres structures pour créer le collectif. Donc, et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a parlé du collectif USUP, Usine du Sud, Usine Pays. Donc, pour arriver finalement au bout,
que l'accord, c'est un accord sud-sud, sans le pays. Mais c'était quand même les coutumiers du Sud, c'était Raphaël Mapou qui vient du Sud. C'est eux qui ont animé de cette mobilisation quand même. Donc c'était un peu normal, non, qu'ils soient en première ligne pour signer l'accord. Oui, mais pourquoi avoir été chercher les autres? On ne peut pas simplement chercher les autres pour avoir une force de mobilisation et puis ne pas les considérer au moment où il faut discuter pour finaliser un accord. Alors, malheureusement, ça laisse des traces. Moi, je sens, d'ailleurs, d'avoir participé dans les réunions où il y avait tous les collectifs qui étaient présents et ensuite, la réaction quand la signature de l'accord est faite, c'est que les gens, se sentent un peu floués par rapport à ça. Et même si on peut considérer que les gens du Sud ont une certaine primauté en ce qui concerne les effets d'un accord. Mais ça peut être intégré dans un accord qui prend les choses de manière globale, quoi. Et c'est notamment par rapport à ce qu'on a les titres miniers qui donc devaient revenir au pays. Et la traduction de cette revendication pays, c'est la province sud qui récupère les titres miniers. Donc, moi je dirais que c'est bien joué de la part de la province sud, mais c'était pas la revendication originale et c'était pas sur ça que les gens sont mobilisés en disant usine pays. Donc, pour moi, c'est pas un bon aboutissement de la mobilisation. Alors après, il y a quand même la question de Trafigura et Berryer. Hein. Trafigura dehors, vous avez dit ça pendant des mois, et Trafigura est là à l'arrivée. Quand on sort du soutien à Sofinor, Coréen Zinc, là encore, moi je ne sais pas si ça c'est clos, ce dossier-là, mais l'appel d'offres international de Vallée n'est pas respecté. Donc on verra sur le plan juridique s'il y a des suites possibles par rapport à ça. Mais pression diplomatique, Coréen Zinc se retire et donc l'offre Sofinor Coréen Zinc tombe à l'eau. Berryer s'agite et sort de son chapeau une nouvelle proposition, Trafigura, Prony Ressources, etc. Dès le départ, il y a un blocage de la mobilisation contre Trafigura et Berryer. Et on mobilise un max. Les gens, finalement, là, ça débouche quand même sur des actions qui sont dures. Et au sortir, dans cet accord, mais non seulement Trafigura et Berryer restent présents, mais leur position, elle est vraiment confortée de manière extraordinaire. Alors on dit que Berryer sera là pour lancer la machine et que dans quelques mois, c'est quoi? Dans 3 mois, dans 24 mois ou dans 300 mois. Voilà, c'est le genre de flou qui demeure, mais il n'y a pas eu de concertation entre vous et l'ICAN et l'USUP quand ils ont signé cet accord. Vous n'avez plus été associé, vous n'avez pas parlé avec les responsables. Ça se passe comment? Ça se passait comment? Mais il y a des assemblées générales qui se tenaient soit à la Madeleine, soit aux Quatre Cocotiers, etc. Et puis les gens, ils donnaient un aperçu de ce qui se discutait. Puis voilà, après les gens, ils se prononçaient, ils donnaient leur avis. Mais on rentrait pas dans les détails. À un moment donné, moi j'ai questionné, je me disais, mais je comprends pas, vous allez vers un accord où il reste Trafigura, mais notre revendication c'était que Trafigura sorte. Et j'ai eu une réponse, mais pas dans la réunion, en dehors, d'un des responsables qui me disait, mais nous on voulait pas Trafigura, mais Sonia Bakes, elle voulait pas autre chose que Trafigura. Je dis, et donc vous avez accepté? Il dit, oui, on a accepté. Alors, moi je sais pas comment que les gens négocient. Moi, je ne veux pas essayer de faire mousser l'USTKE, mais on a quand même mené dans ce pays beaucoup de conflits. Au sortir de ces conflits, des protocoles d'accord. Et on a toujours privilégié l'intérêt des gens
qu'on représentait et sur lesquels on avait engagé le syndicat pour défendre leurs intérêts. Là, on se retrouve avec un accord contraire à nos revendications. Et donc ça, c'est la surprise. Mais après, quand on regarde, c'est peut-être que cet accord aurait pu se faire finalement, mais analysons la situation de Trafigura et de Berryer à travers Prony Ressources, là, CFP, ils ont quand même, au sortir, donc malgré toute cette mobilisation, ils sortent avec 19%, pardon, avec deux représentants au conseil d'administration. CFP, entre les cadres de l'entreprise et Adjo, il se retrouve avec 30% et 2 membres du conseil d'administration. Ça fait combien de membres du conseil d'administration? Ça fait 4. SMPSC, qui représente les provinces, 2 membres du conseil, 30%. La société fiduciaire représentant le salarié, 21%, 2 membres au conseil d'administration. Mais il y a aucune force face à Trafigura et puis CFP qui amène les financements. Il y a aucune force en face. Donc la représentation au conseil d'administration, elle sera toujours favorable à Trafigura et CFP. Alors je vais quand même terminer quelque chose là-dessus. Aujourd'hui, Trafigura est à 19%. Mais dans l'histoire de Trafigura, malheureusement, on n'aura pas trop le temps de revenir là-dessus, mais de parler de ça, mais peut-être à l'occasion. Mais dans le passé, dans d'autres situations, Trafigura, dans ce genre de situation, par exemple, par rapport à la société belge Nearstar, elle avait 24,64%, et après elle s'est retrouvée à 100%, après avoir endetté cette société, fait en sorte qu'elle puisse prendre la majorité du capital. On a ce risque-là. Quand on dit que les 51% détenus par les collectivités calédoniennes, ou enfin par des intérêts calédoniens, ne sont pas diluables, vous n'y croyez pas? Vous pensez que... On verra ça dans l'avenir, parce que ce qui pèse, c'est l'argent, et Trafigura, c'est énorme, quoi. C'est énorme, et on verra s'il pourra faire comme au Nord, où là, l'accord qui avait été signé à l'époque assurait que sur le plan du financement, c'était le partenaire financier industriel qui apportait l'argent, même qui couvrait les dettes. Donc on verra sur la suite par rapport à Trafigura. Et en tout cas, celui qui a bien joué, celui qui sort absolument satisfait de tout ça, et qui là aujourd'hui est en train de mener la répression contre les salariés avec son, bon, j'ai qualifié Ventura d'autre chose dans une note que j'ai sortie. Mais donc voilà, c'est eux qui sont aux commandes pour ne pas prendre en considération les salariés qui ont qui ont suivi les mots d'ordre et qui aujourd'hui sont l'objet de la répression de ces gens-là. Est-ce qu'il fallait en venir à ces exactions, aux agressions, aux violences qu'il y a eu autour de ce dossier de l'usine? Est-ce qu'on peut pas échapper aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie à ces flambées de violences régulières? Mais ça fait partie de la réalité de notre pays. Hein. Donc faut faire avec. On est obligé de faire avec. Mais vous allez faire comment autrement? Les gens, c'est à partir de l'échec scolaire, les gens ils sont hors des circuits. Même ceux qui ont le baccalauréat, c'est des centaines de milliers de jeunes qui ont le baccalauréat et qui n'ont pas de travail. Vous avez ceux qui reviennent avec les diplômes et qui ne sont pas pris à l'embauche. J'ai suffisamment dénoncé ça pendant des années. Et puis, on voudrait que les choses se passent bien. Mais non, les choses ne peuvent pas bien se passer. Tant qu'on va continuer à faire ce genre de politique qui met à l'écart les Kanaks pour privilégier ceux qui viennent de l'extérieur, hein, j'invente rien. Hein. Il y a 40 000 personnes. Vous caricaturez un petit peu la situation quand même. Il y a 40 000 personnes qui sont dans le tableau annexe. Hein, il y a quand même beaucoup de Kanaks aujourd'hui qui sont en responsabilité ou qui travaillent, qui sont insérés dans la vie sociale. Vous le savez bien. Il y a quelques Kanaks. Au regard du pays, c'est rien du tout. Pourquoi il y a tant de gens qui arrivent de l'extérieur? Parce que il y en a même qui sont embauchés en France pour des boulots qui devraient revenir à des manœuvres d'ici. Avec la crise sanitaire, ils n'arrivent plus. Ben non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai parce que sur les listes des vols, vous savez, on a des informations partout sur les listes des passagers qui arrivent sur les vols. Donc, vous avez beaucoup quand même de gens qui continuent à arriver et qui continuent à arriver parce qu'ils ont déjà du travail ici. Alors, on privilégie ça pendant plus de 20 ans après l'accord de Nouméa, c'est ce qu'on a privilégié. Il y a une conséquence
par rapport à ce genre de politique, c'est que les Kanaks, eux, ils sont dehors, ils sont marginalisés. Après, il ne faut pas demander aux Kanaks d'être fin gentils, d'être compréhensifs. Donc moi, je ne justifie pas ce que peut appeler des débordements. Mais je considère que les choses auraient pu être faites autrement si on voulait s'assurer ici de la bienveillance des gens, d'une bonne considération et puis de, comment dire, une certaine harmonie. Ça peut pas être le cas. On le voit sur tout. Alors ici, donc bien sûr, alors on a créé un royaume ici dans Nouméa avec les communes environnantes là, où donc il y a des polices qui font en sorte que il faut surtout pas qu'on voit trop de Kanaks. Je passais hier à la vallée du Tiers, il y avait un groupe de jeunes qui étaient assis par terre. À un moment donné, je vois arriver un fourgon. Et puis les gens ils viennent dire, je vois les policiers qui descendent. Moi je me suis garé parce que c'est juste à côté de l'immeuble de l'USTKE et ils ont fait partir les gens quoi. Il faut surtout pas qu'il y ait un petit rassemblement de Kanaks. Mais où on est là, il faut arrêter ça. Et moi je dénonce ça et puis je dis aux gens, il faut pas se laisser faire. Il faut arrêter de se laisser faire. On va bientôt devoir terminer, Louis Cotret-Vergaille. Je voulais vous entendre un mot sur la crise sanitaire. On a appris ce matin que, ça y est, le territoire était à nouveau Covid-free, comme on dit, qu'à partir de dimanche matin, on peut revivre tout à fait normalement. C'est une crise qui a été bien gérée. Ça vous rassure de savoir que le Covid ne circule pas sur le territoire ? Ah, bien sûr. Moi, je suis une personne à risque, donc je suis content quand il y a moins de risques. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Avec ces vols qui continuent, ces passagers qui arrivent sans avoir fait de tests préalables. Il y a un sas sanitaire qui semble quand même assez sérieux pour l'instant. Oui, mais comment ça se fait que il y en a qui ont échappé à ce sas, là, et puis qu'on s'est retrouvé avec le Covid à Wallis, et puis aujourd'hui, on voit les conséquences que ça a donné. Ça veut dire qu'il y a eu un laisser-aller, que ça n'a pas été assez contrôlé. Mais il y a des choses quand même à chaque fois qui sont surprenantes, je vais dire les choses comme ça, pour ne pas dire qu'on dénonce. Moi, j'ai reçu hier des personnes qui doivent partir sur Marais. Donc, c'est un vieux qui a perdu sa femme pendant le confinement et qui donc vont partir à Marais, je crois, demain, ou je pense qu'ils vont prendre le Bétitiot demain. Et par rapport donc à la situation sanitaire, ils ont été demandés à faire des tests. Personne n'est venu me dire hier à mon bureau, ils ont été demandés à faire des tests et ils n'ont pas fait les tests. Ils ont dit, mais on nous a demandé, on nous a fait payer, on nous a dit de payer le test 10 500 francs. Incroyable. Des gens qui vont demander de faire le test justement pour avoir des garanties avant de partir en Marais, s'ils sont porteurs, s'ils sont asymptomatiques du virus. On leur demande 10 500 francs. Non, mais ici, dans ce pays, c'est incroyable, quoi, les choses qui se passent. Donc, oui, on a géré au mieux et la meilleure. Moi, je crois effectivement que la meilleure chose, même s'il y a des conséquences au plan économique et social, mais la meilleure chose à chaque fois, d'ailleurs, on le voit dans le monde, de plus en plus, les pays ont recours au confinement parce que c'est le seul moyen. Après, quand ils déconfinent, évidemment, il faut garder les gestes barrières, surtout le masque. Aujourd'hui, la garantie la meilleure, c'est le masque. C'est le masque. Même en déconfinement, même après le déconfinement, vous pensez que les gens doivent continuer à porter un masque éventuellement ? Si c'est Covid-free, pas forcément. Pas forcément, mais il faudra y penser en cas de... si ça recommence, quoi. En tout cas, les Calédoniens ont été très respectueux des consignes. Ça aussi, on peut peut-être s'en féliciter. Oui, c'est vrai. C'est ce qui a permis de revenir à cette situation. Non, mais voilà, je crois que quand il s'agit de la santé, les gens, ils font attention. Même moi, je sortais plus de chez moi. J'ai peur qu'un virus qui vole par là me tombe dessus. Ça y est, c'est bon, vous êtes exempt. Louis Cotret-Vergaille, merci d'accepter notre invitation ce midi dans ce magazine Transparence.